Aujourd'hui, on a rendez-vous dans un hôpital qui aide les personnes en situation d'obésité. Le but de la clinique, les aider à perdre du poids. Ce lieu s'appelle la clinique du Château de Verne, à 45 minutes de Toulouse. Dans cette vidéo, on va découvrir l'histoire de personnes qui sont en situation d'obésité. L'amour de ma vie qui est décédé. Tout mon passé, toutes les souffrances que j'ai accumulées, etc., ça m'a fait un burn-out pendant mon école d'ingénieur. J'ai perdu mon père, j'avais 10 ans. Bah, si tu veux, tu as plus du tout de contrôle sur rien, et notamment sur mon poids. Donc en clair, la vie, c'est pas une vie. Comment ils ont fait pour en perdre? J'ai essayé de faire le suivi Team In Shape. Alors le déclic, ça a été un ami. Il m'a bien fait comprendre qu'en fait, j'étais en train de détruire ma santé. Quel travail ils font au quotidien pour perdre ce poids? Ici, ils nous apprennent à bien nous nourrir. Mon travail a été plus psychologique que rééquilibrage alimentaire Ouais, ok. et sport, mais pas seulement. J'ai retrouvé le goût de la satiété, très important aussi, Ok. pour perdre du poids. Les soignants qui travaillent ici vont nous présenter leur métier, les différentes méthodes qu'ils utilisent pour aider ces personnes-là à perdre du poids. Vous êtes prêts? C'est parti. Thibaut, la forme ou quoi? La forme, enchanté. Très bien. T'as quel âge? J'ai 28 ans. Tu pèses combien aujourd'hui? Aujourd'hui, je pèse 145 kilos. Et tu pesais combien avant? 254. Putain, Et je suis descendu à 141, mais j'ai repris un peu, ce qui est normal parce que j'ai vachement perdu très vite. Ok, donc il faut stabiliser maintenant. Ouais. Maëlys, tu Bah, vas bien? enchantée, carrément. La forme? Contente de te rencontrer. Tu connaissais les vidéos un petit peu? Ah bah un petit peu, bien sûr. C'est vrai? Trop Tu as bien. des fans dans la clinique. Maëlys, combien tu pèses aujourd'hui? Alors ça, par contre, je le garde pour moi. D'accord, très bien. Il y a pas de souci. Combien tu pesais avant? Je le garde pour moi aussi, parce que je n'assume pas encore. Hein. C'est encore difficile. pour Il y a moi. pas de problème. Ta réponse permet aux gens aussi de comprendre. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai eu une perte de 15 kilos en l'espace de 6 semaines. Bravo. Enchanté Stéphanie. Enchantée. Petit check. Enchanté La Thibaut. forme? Oui, très bien. Stéphanie, ici, c'est quoi ton rôle, toi, alors? Alors moi, je suis directrice adjointe de l'établissement. Je travaille ici depuis quasiment 20 ans. Alors, du coup, on va commencer la vidéo par une petite visite. Au niveau des étages, alors, comment c'est structuré? Au niveau 1, au niveau 2 et au niveau 3 de l'établissement, nous avons la prise en charge de patients en obésité. Au niveau 4 de l'établissement, nous avons la prise en charge des patients en SSRP-AP et polyvalents, personnes âgées polypathologiques. Qui est en pleine maladie. Voilà, Ok, c'est ça. tout personne à âgée fait. qui est en pleine maladie, ok. Donc, Vous prenez en charge des personnes obèses de quel âge à quel âge? il faut être majeur et après, il n'y a pas de limite d'âge. Et est-ce qu'il y a une limite de poids? Pour être admis dans l'établissement, il faut être en situation d'obésité. Donc il faut avoir un IMC, un indice de masse corporelle Ouais. supérieur à 30. Alex, la forme ou quoi? Ouais. T'as quel âge? 32 ans. Ça, tu les fais pas? T'as 32 on me ans? dit toujours. Ah ouais, putain, c'est ouf. T'es un berbe aussi? Ouais, un peu. Je vois que toi aussi t'as du mal. Ouais, bienvenue dans la team imberbe. Notice you've copied my beard. Du coup, Alexandre, combien tu pèses aujourd'hui? 128. Combien tu pesais avant? Mon poids max a été 228 kilos. Waouh, t'as perdu 100 kilos. Ouais. C'est incroyable, bravo. Hein. Merci Oh. beaucoup. Max, Salut Thibaut. la forme? Et toi? Très bien. Max, t'as quel âge? 27 ans. Max, combien tu pèses aujourd'hui? J'ai 144,9. Je suis arrivé ici, je faisais 155 kilos. Putain, trop J'ai bien. perdu 9 kg 100 en une semaine et demie. Incroyable. Que ça continue pour toi. Exactement. Trop cool, on te souhaite que ça. Francine, est-ce que tu peux te présenter? Alors attends Thibaut, comme on est à l'intérieur, il faut absolument masque. que l'on mette le masque. C'est pas fini ces masques encore Et non, il faut préserver nos patients. Exactement, très bonne Voilà. réponse. Francine, ici où est-ce qu'on est? Au centre médical de la clinique, nous avons de nombreux médecins spécialistes qui consultent dans l'établissement, des cardiologues, des pneumologues, des angiologues, des psychiatres également. Dans le cadre de la prise en charge, c'est le médecin qui reçoit le patient à l'entrée, qui fait un premier bilan. Il n'est pas rare en fait de découvrir des complications de l'obésité pendant l'hospitalisation. Une insuffisance respiratoire, un diabète, des syndromes d'apnée du sommeil. Donc en fait, on fait le dépistage de ces maladies Ici. ici. Valérie, la forme? Oui, ça va. Valérie, ton rôle ici, qu'est-ce que c'est alors? Alors, moi, je suis médecin, en fait, dans un service d'hospitalisation, plus spécifiquement sur un service d'obésité, on va dire, morbide. Quand il y a un patient qui vient te voir, comment tu réagis? Quelles sont tes premières questions vis-à-vis de lui? La première chose, c'est essayer de le comprendre, c'est-à-dire ma première question, ça va être pourquoi est-ce qu'il veut perdre du poids? Parce que ça, c'est important d'évaluer sa motivation, ça va aider pour démarrer un projet avec lui. Ok. Donc c'est sûr que quand quelqu'un me dit je ne supporte plus mon poids, je suis vraiment très mal, je m'enferme à cause de ça, ça va être un très gros moteur pour trouver de la motivation. Ensuite, l'autre question, c'est aussi essayer de comprendre avec lui les raisons de sa prise de poids. Il n'y a jamais une raison, il y a souvent plein de raisons. Bien sûr, on va faire le point sur la diététique, l'activité physique, ça c'est la base, on en parle tout le temps, mais en fait derrière, il y a quand même une trame de fond, il y a toujours autre chose. Quand tu dis autre chose, c'est une histoire? Oui, derrière, il y a toujours une histoire. Est-ce que depuis petit, en fait, j'ai des problématiques de poids, de famille, des traumatismes? On peut petit à petit démêler les choses pour arriver à mettre en place de la diététique et de l'activité physique. S'il y a des personnes qui regardent la vidéo YouTube et qui aimeraient venir ici, comment ils font? Il faut que ça passe par leur médecin traitant ou un médecin spécialiste ou un établissement de santé. Donc il va y avoir une prescription de séjour, il y a un petit dossier à compléter. Ce sont des hospitalisations chez nous, donc c'est pris en charge par l'assurance maladie. C'est pas payant. Ce n'est pas payant. Thibaut, est-ce que tu peux raconter un peu ton parcours?
parcours, ton enfance, comment tu as pris du poids, comment tu as perdu du poids. Raconte-nous un peu ta vie. J'étais un beau bébé, hein, je pesais quand même presque 4 kilos. J'ai toujours été obèse dans toute ma vie. Selon toi, ton obésité, elle vient d'où à la base? Des gènes. J'ai fait plein de régimes, j'ai été suivi par plein de nutritionnistes et plein de docteurs. Ça n'a jamais marché. Et au final, ils m'ont appris qu'en fait, ça vient des gènes. Mon père est costaud, ma mère est maigre. Et en fait, j'ai hérité des gènes de mon père. Selon toi, qu'est-ce qui t'a fait prendre du poids alors? La séparation avec ma sœur à la maternelle. Donc c'était tout bête, même Ok. couver, etc. Quand tu dis séparation, ça veut dire qu'elle est partie dans une autre école? Non, moi j'étais à la maternelle, elle est passée en école primaire. Mon corps, il a réagi avec la nourriture pour avoir un peu plus de plaisir, pour Combler compenser hein, ce ok. vide. Ok. Est-ce que quand tu étais petit, toi, quand tes parents te préparaient à manger, ils te faisaient manger des légumes? Comment ça se passait? Je mangeais des légumes, je mangeais des protéines, des féculents, mais peut-être mal cuisinés parce que c'était toujours avec de la graisse. Vu que je viens du Gers, on a Ah le oui. canard. Le foie gras. À mes 19 ans, j'ai mon père qui est décédé. Il est mort dans mes bras, il s'est électrocuté, j'ai essayé de le ranimer pendant 15 minutes. Donc c'est très dur. Tout mon passé, toutes les souffrances que j'ai accumulées, etc., ça m'a fait un burn-out pendant mon école d'ingénieur. Donc Ok. j'ai pas pu réussir mes études. Ok. J'arrivais plus à me concentrer, plus rien. Bah, tu il y avait m'étonnes, plus rien qui passait. Je suis passé de 170 à 208 kilos. La nourriture, c'était vraiment le seul truc qui te procurait un peu de bien? Ouais. La nourriture déclenche au final des endorphines, hormones. des hormones, ouais. Ces hormones, ben, si on les a pas autrement, ben, notre corps va les réclamer et du coup on va manger pour en avoir. La Team Shape, c'est le moment de mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Un pouce bleu en bas de la vidéo égale 1 kilo en moins pour l'équipe. On compte sur vous, hein. Attention, s'il y a 1 million de pouces bleus là, vous êtes foutus. Hein. 1 million de pouces bleus, 1 million de kilos. Salut Mehdi. Salut. Ça va? Oui, ça va et toi? Très très bien. Du coup Mehdi, t'es psychologue ici? Psychiatre en réalité. Quel est ton rôle alors? Mon rôle, c'est d'accompagner certains patients pendant leur séjour ici qui ont besoin de suivi psychiatrique ou d'évaluation psychiatrique, qui auraient des troubles avant de venir et qui auraient besoin éventuellement d'être aidés ici pendant leur séjour. Comment la psychiatrie, ça peut aider à combattre, vaincre l'obésité? Les causes de l'obésité sont souvent multifactorielles et il y a des facteurs bien sûr génétiques, personnels, mais il y a aussi des facteurs environnementaux et des facteurs psychologiques. Et donc c'est cette partie psychiatrique qui est intéressante à évaluer, à prendre en charge. À quel moment t'as commencé à prendre du poids, Max? J'ai perdu mon père, j'avais 10 ans. Je faisais déjà à 10 ans 80 kilos. Et là, j'ai pris un peu plus de poids encore. J'ai fait un premier centre d'amaigrissement à 14 ans. Je suis rentré là-bas, je faisais 120 kilos à peu près. J'ai fait un an de centre d'amaigrissement, je suis ressorti à 70 kilos. Waouh. Ouais, j'étais devenu fin. Bon, pas beaucoup de muscles parce que j'avais pas beaucoup de muscles à l'époque. Et ensuite, il y a eu des périodes dans ma vie qui ont été très dures, des décès. Je me suis mis à fumer beaucoup. Et du coup, j'ai repris, je suis monté jusqu'à 120 kilos jusqu'à l'année dernière, 130 kilos. À quel moment t'as commencé à prendre du poids? J'ai toujours été un petit peu au-dessus des curseurs toute ma vie. Et puis il y a eu un traumatisme assez fort dans ma vie quand j'avais 19 ans. Et à partir de là, en fait, je n'ai plus du tout eu la maîtrise de mon corps. Est-ce qu'on peut dire qu'est-ce que c'est? Ouais, j'ai eu un décès dans ma vie. L'amour de ma vie qui est décédé. Je pense que c'est important de le dire parce qu'il y a des gens qui ont vécu les mêmes choses Bien et sûr. qui vont pouvoir s'y rattacher. Et à partir de là, en fait, tout s'est empiré, c'est ça? Bah, si tu veux, tu n'as plus du tout de contrôle sur rien, et notamment sur mon poids. Et j'avais beau faire du sport, j'avais beau faire des régimes, c'est encore pire après d'ailleurs. Je faisais des jeûnes qui étaient suivis cliniquement. Je faisais une semaine de jeûne, je prenais du poids. Tu mangeais quasiment pas? Je ne mangeais pas. Tu mangeais pas et tu prenais du poids? Ouais, c'était incompréhensible parce qu'en fait, toute la cause était psychologique. J'avais besoin de me densifier, d'être forte, littéralement. Waouh. C'est pour ça que je suis très contente d'avoir pu trouver cette clinique. Et mon travail a été plus psychologique que rééquilibrage alimentaire Ouais, ok. et sport, mais pas seulement. Il a fallu vraiment que je travaille sur moi. En fait. Quelles questions tu poses aux patients pour les amener à réfléchir un petit peu sur leur parcours? Alors la première des questions, c'est qui ils sont. Est-ce qu'ils habitent seuls? Est-ce qu'ils sont accompagnés? Leurs antécédents, bien sûr. Ça peut nous orienter vers une piste par rapport à une autre. Ensuite, on leur demande comment ils se sentent. Est-ce qu'ils ont des angoisses? Est-ce qu'ils ont des craintes? Est-ce qu'ils sont heureux dans leur vie? Est-ce qu'ils sont malheureux? En gros, on essaye de comprendre et leur contexte de vie et leur ressenti. Et c'est comme ça qu'on fait les liens et qu'on essaye de développer des hypothèses diagnostiques. Et à partir de là, on propose des stratégies thérapeutiques. J'ai cru comprendre que beaucoup de personnes qui ont subi des agressions sexuelles ont plus de risques d'être obèses. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. C'est une infirmière qui faisait un diplôme de sexologie qui a fait une étude ici sur à peu près 300 patients. Et sur un mois et demi, on a distribué des questionnaires anonymes. Et sur ces 300 patients, chez les femmes, on atteignait quasiment les 50% de femmes qui déclaraient avoir eu des agressions sexuelles avant l'âge de 18 ans. D'accord. C'était un fait fréquent et les hommes déclaraient à peu près 20%. C'était quand même conséquent. C'est énorme parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accepté d'y répondre. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas
pas accepter d'y répondre et ça reste quelque chose de déclaratif, c'est-à-dire que la personne accepte de cocher oui, il semblerait que ce soit peut-être même sous-estimé. Il y a des études qui vont même jusqu'à 70%. Aujourd'hui, la parole se libère petit à petit, mais il faut être en capacité d'en parler, de se livrer et ça, c'est très difficile. Il y a beaucoup de culpabilité. Cette partie-là sert à quoi du coup? C'est le service administratif avec la réception et le bureau des entrées. Alors donc en fait, nous avons de nombreux paramédicaux qui interviennent dans la prise en charge des patients en situation d'obésité, des diététiciennes, des professeurs d'activité physique adaptée, des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes, des psychologues. Si j'oublie d'autres, j'en oublie bon, très certainement. Il y en a plein. Tellement. Derrière nous, qu'est-ce qu'on a comme bâtiment? Donc ici, nous avons 2 cuisines diététiques qui permettent aux patients, avec les diététiciennes, d'apprendre un petit peu à cuisiner. Voilà, tout à fait. Donc ils ont des cours de cuisine et ils déjeunent après avec la diététicienne. Karine, enchantée, ça va? Petit check de bienvenue? Allez, ça marche. Karine, c'est quoi ton rôle ici, toi? Alors moi, je suis donc diététicienne sur la clinique depuis un certain nombre d'années. Alors mon rôle, c'est un rôle éducatif, accompagner le patient pendant son séjour et le préparer surtout au retour à la maison. L'idée, c'est éduquer les patients qui n'ont pas de base de bonne habitude alimentaire, c'est ça? Leur apprendre à manger différemment, se recentrer sur leurs sensations physiques. Et aussi peut-être de leur apprendre qu'on peut manger quelque chose de sain et bon. Le principe de l'atelier cuisine, c'est de leur montrer des recettes sympas, allégées et surtout bonnes. Le but, c'est pas de se priver et de se dire que pour perdre du poids, c'est juste manger de la salade, par exemple. Non. Le mot d'ordre, en fait, c'est pas d'interdit alimentaire, pas de frustration et l'alimentation la plus variée possible. Ici, ils nous apprennent à bien nous nourrir, franchement. Je ne cache pas qu'au début, on trouve la nourriture pas très bonne. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est équilibré, c'est légumes, féculents, protéines, c'est des plats bien préparés, bien construits. Et grâce à ça, eh bien, on perd énormément de poids très rapidement. Avant de venir ici, je mangeais 200 grammes de pâtes crues par repas. Ouais. Je mangeais vraiment aucun légume, aucun fruit. Je me mettais 2 steaks, et beaucoup de fromage. Et des boissons. Ah oui. Ouais. J'étais accro, je buvais 1,5 litre de soda par jour. Ouais. Puis dernièrement, comme je faisais des efforts parce que je commençais à perdre du poids chez moi avant de venir, parce que j'aimais pas l'eau, donc je mettais un peu de sirop dans mon eau, de manière que c'est pas le goût de l'eau. Ok. Et qu'il y ait ce petit apport sucré avec le. Il faut y aller étape par étape. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le goût de l'eau et c'est que quand t'es accro au coca, il faut diminuer petit à petit. Je sais pas, il y a du coca classique, après il y a du coca zéro. Je voulais réapprendre à manger. J'ai retrouvé le goût de la satiété, très important aussi. Ok. Pour perdre du poids, quand on a plus faim, il faut plus manger, il faut pas se forcer. Et depuis ça, ça perd de suite. On fait pas un régime, on fait une adaptation alimentaire. Il n'y a pas d'interdit, il y a juste les quantités à modifier. On est très très bien encadré. Ce sont des gens qui sont bienveillants, qui sont sans jugement, qui sont compétents, parce que c'est très compliqué. C'est important aussi, ouais. Parce que la plupart parlent de régime, et en fait on comprend qu'au contraire, il faut arrêter les restrictions. Parce que quand on est dans les restrictions, on développe des troubles alimentaires. Et on le voit beaucoup chez les jeunes qui sont un peu dans l'automatisme de manger et pas forcément dans je m'écoute, c'est-à-dire j'écoute ma sensation de faim, ma sensation de rassasiement et ma sensation de plaisir. Donc là, il y a vraiment des ateliers, on appelle ça des ateliers de pleine conscience, où le patient, on l'accompagne à se recentrer sur ses sensations physiques. Ne plus manger pour manger, mais manger quand on a faim. Les accompagner le plus possible pour que vraiment la sensation de faim, de plaisir, qui peut être complètement occultée quand on est dans l'automatisme. Ok, ok. Est-ce que tu as des exemples de pathologies? Les plus connus dans l'obésité, c'est le trouble du comportement alimentaire, boulimie, l'hyperphagie, le fait de manger beaucoup, dans des moments très très courts, ça c'est le plus répandu. Mais il y a aussi d'autres troubles qui peuvent amener à l'obésité, comme la dépression par exemple, le trouble de l'humeur ou des troubles de la personnalité. Toutes ces maladies-là favorisent le développement de l'obésité. Est-ce que tu voyais la nourriture comme une addiction ou pas? En fait, on se dit que dès qu'on est mal, dès qu'on est contrarié, en fait, on se réfugie dans le seul truc le plus facile qu'on a, c'est la nourriture. Qui te provoque, qui te fait du bien? Pour moi, c'était une sensation de bonheur parce que en fait, je me faisais plaisir par de la nourriture, donc je me disais que j'allais me consoler avec ça. Comme un fumeur qui fumerait une cigarette. Exactement, c'est une addiction. Est-ce que tu as eu des troubles alimentaires, toi? J'avais des pulsions. Ça va être une pensée obsédante sur la nourriture qu'on ne maîtrise plus du tout. Moins on a envie d'y céder, plus elle revient dans la tête. C'est-à-dire qu'on a un problème souvent émotionnel, on va avoir une tristesse, besoin de réconfort, de quoi que ce soit, et on va aller chercher du coup la réponse, pourquoi pas dans l'alimentaire, mais ça peut être dans d'autres choses. Le sexe, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être toutes sortes de réponses. La différence avec une personne normale, qui va l'avoir également, c'est qu'elle va avoir la pulsion, elle va y céder, et puis elle va trouver la réponse émotionnelle, et donc ça va s'arrêter. Une personne souvent qui a des troubles alimentaires va culpabiliser, va avoir honte, va avoir en fait une émotion négative, ne va pas profiter de l'instant où elle cède à sa pulsion, ce qui n'est pas un problème en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'on continue, et qu'il y a des vrais troubles alimentaires qui se développent. Et ça, une fois qu'on a compris que, et c'est là où c'est ici que je l'ai appris, grâce au Dr Lai Quen qui est formidable, c'est qu'une fois qu'on a compris que la pulsion, elle a été
on va dire, Assouvi. complété, assouvi, Ok. exactement, et ben c'est fini à condition qu'on ait la bonne émotion. Ça change tout. Et il faut kiffer l'instant. Donc on va tester un atelier qui s'appelle... Un atelier de pleine conscience. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors la première des choses, on va se centrer dans le moment présent. Pour ça, on va s'aider avec la respiration et on va enchaîner avec une dégustation d'aliments en pleine conscience. Je me laisse guider, c'est toi qui fais le cours. Je vais demander à chaque patient de choisir l'aliment qu'il souhaiterait déguster aujourd'hui en pleine conscience. Un jambon, c'est riche en protéines, ça? D'abord, on s'installe confortablement, on met les pieds bien ancrés au sol, les épaules un peu relâchées. Quand j'inspire, je sens l'air qui rentre dans mes narines. Quand j'expire, je sens l'air qui ressort. J'inspire sur 4 temps et on expire sur 8 temps. Si des pensées arrivent, je les laisse passer. Et je vais essayer d'identifier ma sensation de faim et l'intensité. Puis je vais ouvrir les yeux et poser mon regard sur l'aliment que j'ai choisi. Je vais porter mon attention sur sa forme, sur sa couleur, me demander juste s'il est appétissant. Et en le regardant, je peux sentir qu'est-ce qui se passe dans mon corps juste en regardant cet aliment. Fermez les yeux et nous allons aller explorer cet aliment avec le toucher. Je peux me demander si c'est juste agréable. Vous allez maintenant baisser votre masque et je vais aller porter mon aliment près de mon nez. Et là, je le respire. Je prends le temps. Vous allez maintenant croquer. Mais dès que vous l'aurez en bouche, vous n'allez pas le mâcher de suite. Et je le laisse en bouche. Je vais pouvoir le mâcher. Tout en le mâchant, je le maintiens en bouche. Et je prends conscience des changements de goût. Quand je l'ai mâché plusieurs fois, je prendrai conscience que je l'avale. Je casse un peu l'automatisme de reprendre de suite, mais je profite de ce qui se passe là maintenant. Et je peux, comme tout à l'heure, revenir sur ma sensation de faim. Où est-ce qu'elle en est maintenant? Nous allons maintenant réouvrir les yeux. On est tous revenus. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est vachement intéressant de prendre le temps de mâcher. Moi, je sais que je mange en 5 minutes. Et c'est vrai que c'est intéressant de prendre le temps voilà, de comprendre ce qui se passe en fait. Qu'est-ce que tu as ressenti toi alors? C'est intéressant toujours de se poser la question de savoir si c'est de la faim ou pas, parce que souvent on a une impression de faim. La faim, elle n'apparaît pas tout de suite. On le voit quand on pratique le jeûne, quand on pratique ce genre de choses. On a des sensations de creux, on a des sensations de fatigue, on a des choses, on va dire, inhabituelles qui viennent dans le corps, mais ça n'a rien à voir avec la sensation de la faim. On ressent beaucoup plus de choses, déjà rien qu'à l'odorat. On ressent de suite l'odeur du pain ou de la charcuterie dans ce cas-là. Et plus, on reconnaît ses saveurs et on prend le plaisir de remanger un petit peu. Et juste au toucher, déjà découvrir cette texture qu'a le fromage, le pain, ça redonne envie d'y aller, mais tout doucement. On profite mieux de cet aliment parce qu'on a tendance à manger toujours trop vite, à prendre du plaisir en mangeant, ça fait du bien. Comment cet exercice peut aider du coup les personnes à prendre conscience de la nourriture? L'aliment, il est là effectivement pour couvrir les besoins nutritionnels, mais il est là aussi pour se faire plaisir. Si je mange dans l'automatisme, il n'y a plus cette notion de plaisir où j'y passe à côté. Je prends l'exemple souvent des restaurants gastronomiques, c'est des petites portions. Comme il y a beaucoup d'attentes entre chaque plat, souvent on a quand même un sentiment de satiété à la fin alors qu'on n'a pas mangé tant que ça. Mais juste le fait d'avoir beaucoup attendu fait que on a moins faim. Cette sensation de satiété à la fin du repas. Si je mange dans l'automatisme, il peut y avoir des gros volumes et finalement à la fin du repas, je peux ne pas la ressentir. Ou la ressentir, mais du coup la ressentir trop, c'est-à-dire que je l'ai dépassée. Je vous invite chez vous à faire l'exercice, vous avez la voix de Karine au moment où on fait la vidéo YouTube. Vous pouvez vous écouter la vidéo en mangeant un aliment et je pense que ça peut faire un super exercice pour prendre conscience de l'aliment. Quel a été le déclic pour toi de te dire ok, là je pèse 250 kg, faut que je me reprenne en main? Alors le déclic, ça a été un ami de la famille qui m'a attrapé en soirée, qui m'a mis les 4 vérités en face et je l'en remercie encore beaucoup aujourd'hui. Il m'a dit est-ce que tu te vois? Je fais oui. Tu te sens bien? Je fais ben oui. Il me dit non, tu te sens pas bien. Je sais pourquoi. Et en fait il m'a expliqué t'es obèse. Il m'a pas dit que t'es gros parce que le mot gros, j'aime pas ce mot là parce que ça décrit. On peut décrire un objet. Alors quand on dit d'une personne qui est grosse, on pourrait le décrire comme un objet alors que c'est un être humain. D'accord, ok. Il m'a dit tu arrives pas à vivre, tu peux pas profiter de ça, tu peux pas faire ça avec nous, tu peux pas te promener. Et là en fait j'ai eu un déclic dans ma tête. Ça m'a cassé en fait. Je me suis vraiment écroulé, j'ai pleuré devant lui alors que il m'a bien fait comprendre qu'en fait j'étais en train de détruire ma santé. À quel moment tu as eu ce déclic? Ok, il faut que je perde du poids, là ça va plus. Mais déjà pour mon dos, parce que je peux plus travailler, je peux plus, à la base je suis logisticien et ajusteur monteur, je n'ai plus le droit de faire du rugby, j'ai des problèmes d'audition. Donc trop de mêlées? Non,
j'ai pas eu le temps de faire des mêlées. J'ai eu 2 cholestéatomes et ça peut mener vers un cancer de l'oreille. Ok. Donc j'ai l'interdiction de faire du rugby. C'est sûr qu'à 254 kilos, on ne peut pas faire tout ce qu'on a envie de faire, on ne peut pas profiter des gens, on ne peut pas se promener, on est vite essoufflé, on est vite fatigué. Donc en clair, la vie, c'est pas une vie. Et grâce à lui, j'ai eu le déclic et aujourd'hui, je le remercie parce que je revis, c'est une nouvelle vie. Pour moi, il m'a sauvé la vie. J'ai vu un rhumatologue il n'y a pas si longtemps que ça qui m'a dit je dois changer de travail, je dois arrêter le foot, je dois arrêter tout ça et je pourrais pas le reprendre si je fais pas attention à moi. T'as dit si tu veux reprendre tes activités que tu avais avant, faut que tu perdes du poids. Objectif là, c'était focus. Ok, où sommes-nous alors? Alors ici, c'est la salle de kinésithérapie. C'est ici que sont pris en charge donc les patients pour des soins de rééducation, réadaptation en fonction des complications locomotrices dont ils peuvent souffrir. Les rendez-vous avec les kinés, ça se passe ici? Mais peuvent se passer également en chambre puisque nous avons quand même des patients qui ne peuvent pas venir juste en salle de kinésithérapie. Des patients qui pèsent plus de 250 kg par exemple? Alors c'est pas forcément en fonction du poids, hein, c'est par rapport à ses capacités locomotrices. Sa capacité à marcher. Voilà, c'est ça, exactement. Quel a été le déclic selon toi de vouloir perdre du poids? L'image de soi. J'ai eu le déclic quand j'ai passé mes 18 ans où vraiment je voulais perdre énormément de poids. Je faisais à peu près 170 kg. Combien tu mesures? 1m80. J'ai jamais accepté mon corps. Ça a été toujours compliqué de vivre avec ce corps. Faire ses lacets, prendre une chaise, on se dit « Ah, elle va pas supporter mon poids ». Stressé continuellement en fait. Par exemple, si tu veux aller au restaurant, quelque chose de bête, la première chose que tu vas regarder, c'est si les sièges sont adaptés. Ouais. C'est quand même quelque chose de terrible de se dire qu'on ne peut pas vivre normalement. Quand tu rentres dans un lieu, tu vas tout analyser. Bah, c'est ça, tu te dis, est-ce que je peux essayer de me rapprocher de comment les autres vivent? C'est assez angoissant au final. C'est des questions bêtes que les jeunes n'ont pas à se poser, mais que nous, on se pose. Donc souvent, on prend les personnes obèses pour des personnes apathiques, mais on trimballe un poids sans arrêt qui est assez terrible. Si la détermination suffisait pour perdre du poids, ça fait longtemps que beaucoup d'entre nous serions minces. Quels sont les risques de l'obésité alors? L'obésité est une maladie chronique. Même si on peut avoir le sentiment de ne pas être malade, ça reste une maladie. Aujourd'hui, c'est étiqueté comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir des conséquences. En fait, elle va accentuer les problèmes de santé. Si j'ai des douleurs, eh ben, je risque probablement d'avoir de plus en plus mal, avoir une arthrose de plus en plus importante. Si j'ai un problème d'essoufflement, bien sûr, ça va s'accentuer. Si j'ai un problème de sommeil, ça va s'accentuer. Voilà, c'est une maladie qui va amener beaucoup de problématiques de santé derrière. Donc aujourd'hui, je suis avec Pierre. Ça va ou quoi? Bien et toi? La forme? Nickel. Pierre, c'est quoi ton job ici? Alors moi, je suis professeur en activité physique adaptée. Je mets en place des programmes et j'essaye de les adapter en fonction des différentes pathologies des patients. Derrière nous, on a une machine qui ressemble à un tapis. Comment ça s'appelle? Alors ça s'appelle un haltérgé. C'est un tapis de marche normal, mais le patient, voilà, une fois qu'il est dans le tapis, il va pouvoir effectuer de la marche tout en étant allégé. C'est-à-dire on peut alléger une personne jusqu'à 80% de son poids de corps. Ça permet en fait aux personnes qui sont en surpoids de ne pas se faire mal aux articulations. Exactement. Par exemple. On va tester? Allez, let's go. Tu peux monter ici, on va passer une jambe. Ok, ça a vraiment emprisonné l'air. C'est chelou comme impression. Hop, on monte et je calibre l'appareil. Tu vas te sentir sûrement décollé, tu gardes toujours les pointes de pied au sol. Je vais pas partir vers le toit. Au pire, il y a le lustre là. Tu vois, ok, c'est bon, on l'attrape. Donc là, la machine calcule mon poids. C'est ça, sans jamais être affiché. Donc là, ça gonfle. Ouais, c'est normal. J'ai les talons qui se lèvent un peu. Donc là, tu vois, tu as 100% de ton poids de corps. On va diminuer progressivement ton poids. Donc là, tu vois, il te reste 80% de ton poids de corps. C'est impressionnant. T'imagines un patient, tu peux essayer exemple, 250 kg, c'est énorme. Bien sûr. Tu fais du sport un peu? Un petit peu. Ça réduit le poids parce que ça comprime au niveau des jambes. Ça, en fait, ça te met sous pression. Je sens que ça rebondit beaucoup plus. Je suis beaucoup plus léger. Ah ouais, là je suis à 75 kg, donc c'est comme si je pesais 20% de moins. On mettra le calcul en bas. Et là on va descendre. Vas-y. Ah, donc putain, là déjà, j'ai l'impression que ça me porte en fait. Waouh. Tu ne fais plus que la moitié de ton poids de corps. Ah ouais, je sens d'être sur la lune. Ah c'est impressionnant. Vas-y, va au max. Là, on est au max. Ouais, je sens que les genoux, ils forcent pas. Pourtant, je suis à la même vitesse. Là, tu es à 8 km/h. Tu fais des bonds de 3 mètres sur l'appareil. Donc, vas-y, remets-moi en poids normal à 100%. Donc là, tu vas voir, on va remonter progressivement. Et tu vas vraiment ressentir ton poids sur les articulations. Ah ouais, déjà, je sens. Ouais, les genoux, ils travaillent plus. Et pourtant, c'est la même vitesse que tout à l'heure. C'est juste le poids, tu vois. Ah ouais, j'ai l'impression d'être lourd. Ouais. Waouh, trop bien. C'est impressionnant comme machine. J'adore le sport, j'aime vraiment le sport. Même en étant à 154 kg, on peut faire du sport à mon rythme, mais j'en faisais. Et à côté, comme je suis coach de sport aussi, ça aide aussi. T'as passé des diplômes ou Je suis coach de foot en district, mais je commence à passer des diplômes et pourquoi pas devenir après coach. Trop cool. Coach sportif, ça serait un rêve de vie. Trop bien, bah ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai essayé de faire le suivi Team in Shape. C'est vrai? Salle tous les jours, riz and salade. Bien. Pendant 2 ans, j'ai perdu donc 40 kilos tout seul. I'm so proud of you. Putain.
Putain. Au début, ça a été hyper compliqué. Mentalement, il fallait se mettre de déter. C'était juste bouger. Après 2 ans et demi où j'ai quasiment pas bougé, je faisais 50 mètres, j'ai été KO. Des douleurs de dingue. Parce que quand on prend du poids, on fait souffrir énormément de nos articulations. Et donc du coup, rebouger tout le corps, ça prend énormément de temps parce que le corps n'est plus adapté. Quand tu étais chez toi, ça veut dire que tu étais beaucoup sur ordinateur par exemple? Ah oui, j'étais entre guillemets un gamer. Et, tu jouais à quoi? je LOL? jouais LOL, Ark, CSGO. Ça occupe bien les journées, mais tu bouges pas quoi. Donc je m'étais remis en forme avec la salle de sport. Ouais, on voit les pecs là, on voit les pecs. On voit les pecs, ils sont là. Et j'ai fait 2 phlébites. Oh shit. Est-ce qu'on peut expliquer les phlébites? Alors les phlébites, c'est un caillot de sang qui se crée et qui bloque la circulation du sang. Tant que ce sera en dessous des cuisses, on va dire, c'est pas trop alarmant. Du moment où ça monte, on appelle ça une embolie pulmonaire. Et là, c'est beaucoup plus important, on risque la mort. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Arrêt de sport, plus de travail pendant un petit moment. Donc là, j'avais repris un peu de poids. Et ensuite, j'ai ma mère qui a eu un cancer. Donc elle est toujours là, ça a été opérable et tout ça. Mais à partir de ce moment-là, reprise du poids, j'ai mon dos qui m'a lâché, arrêt de travail. Et j'ai repris 30 kilos quasiment. C'est pour ça que dans la vidéo, les parcours de vie sont vachement intéressants parce qu'au final, quand tu prends du poids ou une obésité, c'est pas juste tu manges beaucoup de Nutella. Non. Il y a toute une histoire derrière voilà, qui fait que les personnes prennent du poids. C'est pas aussi simple que ça quoi. Non. Tous ceux qui sont pour moi en obésité, à part ceux qui sont malades, ils ont vraiment une maladie, il y en a certains. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé dans leur vie et donc un mal-être. Il faut pas hésiter à en parler, il y a du monde. Donc là, nous sommes au temple, c'est ça? La salle de sport? C'est ça. Ah, le lieu magique. Je vois que tu as vraiment envie de rester parmi nous. Je pense qu'on va faire une petite séance ici, mais par contre, elles sont où les haltères? Je veux pas d'haltères. Alors, il y a encore une autre salle. Magnifique, c'est ce que je voulais entendre. Alors, l'activité physique dans l'établissement est un des axes de travail, puisqu'en fait, la prise en charge de l'obésité, elle est basée sur 4 axes. D'abord, une prise en charge qui est médicale, une prise en charge diététique, une prise en charge physique et une prise en charge psychologique. Voilà, c'est les 4 axes importants pour aider les personnes à aller mieux. Toi, t'en fais du sport un petit peu ou pas? Ah oui, alors je profite aussi de la salle une fois que les patients sont partis. Magnifique. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais du sport? Ouais, et je pense que c'est une habitude que je vais plus perdre parce que ça fait du bien. Moralement, on est content de s'occuper de soi aussi. Tu fais quoi comme sport du coup? Là, j'ai une séance de coaching avec un coach qu'on a pris sur une salle de sport. Du cardio plutôt, exercice cardio avec des poids ou... Cardio, crossfit. Trop bien. Ah, donc c'est génial, c'est vraiment... Tu te sens bien après, ouais? Ouais, je fais une petite dédicace. Ouais. À midi. On fait un bisou à Mehdi. Elle sert à quoi la machine qui est derrière nous alors? Alors cette machine, c'est une machine de rééducation déjà avant tout. Travailler la mobilité, la proprioception aussi, l'équilibre et aussi de faire la rééducation au niveau musculaire. Alors c'est pas en faisant cette machine qu'on va travailler l'hypertrophie. On reste toujours sur une machine de rééducation. On va plus facilement cibler les muscles profonds. En fait, dites-moi dans les commentaires quel prochain thème de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne YouTube. Lâchez-vous. Prochain exercice, qu'est-ce qu'on va faire alors? Alors là, on va faire un squat. Sauf que tu as certains patients qui ont des douleurs au genou. Donc on va adapter les squats. On va pas aller jusqu'à casser la parallèle, mais on va réduire la flexion du genou. On écarte bien les pieds, monsieur Kos, et on va venir descendre jusqu'à essayer de toucher le tabouret et on remonte. On descend, on regarde, toujours un regard fixe vers l'avant, dos bien droit, les épaules droites. Donc l'idée, c'est vraiment solliciter les muscles des cuisses, mais sans pour autant faire des douleurs aux genoux. Exactement. Est-ce que tu as des patients qui ont commencé avec des quarts de squat et qui ont fini après avec des squats complets? Bien sûr. C'est le but aussi de la prise en charge, c'est-à-dire de commencer vraiment en adaptant un maximum et au fur et à mesure du séjour, d'arriver à faire des mouvements. Prochain exercice, qu'est-ce qu'on va faire alors? On va faire un burpees. Sauf que là, on va essayer de l'adapter. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller au sol. On peut utiliser une chaise à la maison, on peut utiliser une petite box. Je suis en face, je vais venir poser mes mains sur la box, reculer les pieds, ramener et me relever. Si vraiment c'est encore trop douloureux, on pose, on recule, on ramène et on se relève. On essaie, monsieur Dar? Ok. Ouais, super. Parfait. Il faut dire aussi que monsieur Dar, au départ, il n'en faisait pas du tout. C'est vrai? C'est vraiment, ça a été un progrès. Et il revient de loin là-dessus là? Ah, franchement, respect. Donc ici, on est à la campagne, à l'extérieur. Où est-ce qu'on est exactement? Alors là, nous sommes sur le parcours de marche qui entoure tout le château. Voilà, les patients parfois sont accompagnés aussi des kinésithérapeutes. Alors, ça peut être aussi avec les ergothérapeutes et également les professeurs d'activité physique adaptée. C'est très individualisé comme prise en charge. Tout le long en fait de ce parcours, il y a des équipements pour faire de l'activité physique. Derrière nous, qu'est-ce qu'on a alors? Alors ici, nous sommes devant le bureau de l'assistante sociale. Donc il y a un rôle à part entière dans l'établissement, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que les patients qui sont en situation d'obésité sont aussi très souvent en situation de précarité. Donc l'assistante sociale les aide à mettre en place des aides au retour à domicile. Quand tu dis précarité, c'est quoi? C'est précarité financière ou de logement, leurs conditions de vie? Ça peut être effectivement financier, ça peut être de logement ou ça peut être les deux. D'accord. Le patient arrive, après un passage chez vous, il perd du poids, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe pour pas qu'il retombe là-dedans? On va travailler avec lui ce qu'on appelle le projet de sortie.
c'est-à-dire essayer vraiment de mettre en place des changements durables. Dans les études aujourd'hui, ce qui fonctionne très très bien dans l'obésité, c'est la mise en place d'un suivi. Donc nous, on a constitué vraiment un réseau avec l'hôpital, avec le centre spécialisé obésité et avec bien sûr des structures, Maison Sport Santé, qui accueillent des patients, qui s'appelle Capacity, qui est à Toulouse et qui permet d'avoir le prolongement de la prise en charge physique que l'on a ici très spécifique. Et après, on a un partenariat aussi avec les médecins généralistes pour pouvoir accompagner les personnes. Complètement. Dès qu'on perd l'accompagnement, on perd en motivation et on rechute. C'est quoi le pourcentage de taux de rechute? En fait, il n'y a pas d'étude qui a été faite sur ce taux-là. On a fait une étude sur l'hospitalisation de jour. Il y a 300 patients qui ont été suivis sur 3 ans et il y a finalement 90% de maintien de la perte de poids dans le temps. Bien. Ça montre vraiment que le suivi est important. Derrière nous, il y a l'hospitalisation de jour, ça veut dire quoi? Ici, nous avons 2 types de prise en charge et d'hospitalisation. Donc, hospitalisation complète et hospitalisation de jour. Donc l'hospitalisation complète, ce sont des séjours de 3 semaines minimum. Les patients restent là ici, ils dorment ici dans l'établissement. Ensuite, l'hospitalisation de jour, c'est un autre mode de prise en charge où ils viennent une journée par mois où des thématiques sur la prise en charge de l'obésité sont abordées. Et donc des patients qui sont venus en hospitalisation complète peuvent poursuivre après le suivi en hospitalisation de jour ou alors débuter un suivi en hospitalisation de jour. D'accord. Est-ce qu'il y a des patients qui viennent te voir parce qu'ils souffrent du regard des gens et des moqueries? Effectivement, ça arrive assez fréquemment que des patients en situation d'obésité souffrent du regard des gens sur eux et le vivent très mal. Ça ne fait qu'augmenter leur sentiment de honte et de culpabilité vis-à-vis de leur situation, vis-à-vis de leur poids. Du coup, ça les isole davantage et ça aggrave leur pathologie. Est-ce qu'en prenant du poids, tu as souffert du regard des gens? Oui, bien sûr. Est-ce que tu as des témoignages ou des trucs qui te sont arrivés? Alors j'ai eu la chance du coup dans mon métier de pas trop avoir eu ce problème-là. Donc ça c'est vraiment une grande chance. Tu travailles dans quoi? Je travaille dans la musique. Je suis violoniste. Trop bien. On le vit tous, c'est-à-dire même au quotidien, que ce soit pour des habits, que ce soit même pour se véhiculer dans la rue. On voit bien le regard des autres. Le pire c'est les regards des gens envers soi, surtout pour nous et pour les familles, parce que les familles empathisent beaucoup. Même les familles, Plus on est dans l'obésité, plus on s'enferme, on se crée une bulle, on se sert de notre obésité comme une carapace au final. Plus on est dedans, plus on s'enfonce et plus on prend du poids. Parce que souvent, l'obésité peut aussi être la conséquence d'une mauvaise image d'eux-mêmes par rapport à leur histoire, par rapport à leur vécu. Et du coup, le fait qu'ils s'aiment pas, ils vont devenir obèses pour se protéger finalement des autres en ayant le sentiment que les autres aussi les rejettent. Les aider à améliorer leur image d'eux-mêmes va les aider à travailler sur leur obésité. C'est un peu comme s'ils se confortaient en disant vous m'aimez pas, mais je vais faire en sorte que moi non plus je m'aime pas. Exactement en fait. J'ai une part de moi qui a besoin de tout contrôler et qui du coup a besoin de contrôler également mon corps et de tenir les gens à distance. J'ai travaillé sur ce genre de problématique-là. Moi, mon corps en fait se protège. C'est un réflexe biologique de survie, mais je veux plus de ce réflexe-là, donc c'est difficile à changer parce que c'est ancré. Quand on est enfant, quand on en parle, la réponse la plus simple c'est votre fils, il faut qu'il mange moins, alors que ça vient pas de là. C'est un problème surtout dû au psychologique. Chacun réagit différemment à l'émotion. Le but c'est pas de leur dire qu'il faut qu'ils restent avec leur surpoids, mais c'est de leur dire que ce n'est pas en ayant honte d'eux-mêmes qu'ils vont aller mieux. C'est ça finalement le travail aussi que je vais faire avec eux, pour les aider à s'accepter d'une part, mais à travailler pour bien sûr se faire du poids et se sentir mieux dans leur corps derrière. Comment t'as perçu le regard des gens, toi? On va dire que j'ai choisi mon entourage. Il y avait des personnes qui faisaient des blagues sur le poids. Je le prenais en rigolant parce que j'ai toujours été comme ça. Je suis quelqu'un qui... Autodérision. Voilà. Je me suis caché derrière la blague pendant des années. Et maintenant, on va dire que je me suis entouré des personnes qui allaient me tirer vers le haut. C'est que je tire vers le bas, c'est dehors. Trouver un emploi quand on est gros, c'est un enfer. Déjà que trouver un emploi de base, c'est compliqué. Alors en plus quand on est en surpoids... J'ai fait 200 à peu près entreprises pour mon stage. Juste pour mon stage, alors que les autres de ma formation, ils allaient dans une entreprise, sachant que c'était un stage non rémunéré. Pour vous donner un exemple, il y avait 15 annonces de techniciens de maintenance industrielle. Donc c'était la formation que je faisais. Je me présente en tant que technicien de maintenance industrielle. Non, on ne recrute pas. Ah ouais. Mais vous avez des annonces quand même... actives quoi. Actives, vous cherchez? Oui, mais pas pour vous. Ah, c'est dur. Est-ce que tu as une anecdote avec un patient qui t'a marqué? Il y a des patients qui nous marquent forcément plus que d'autres. Je pense à des patients qui sont venus ici avec ce qu'on appelle hyper-obésité, une obésité très très importante, pour lesquels la prise en charge a donné des résultats spectaculaires qui dépassaient parfois, je pense, nos espérances à tous. Régulièrement, j'ai des patients
patients qui arrivent ici et qui sont en rupture de soins depuis des années. Ce sont des patients qui sortent de chez eux dans des conditions terribles, hein, voilà, qui sortent par la façade voilà, cassée pour sortir le patient, des gens qui sont à des poids extrêmes et qui finalement, avec une prise en charge et avec un suivi, arrivent à perdre énormément de poids, retrouver une qualité de vie et c'est possible en fait. Et ça marque tous les jours, c'est mon quotidien. Il y a une alchimie qui se fait entre l'équipe soignante et le patient et l'établissement qui fait qu'il y a une émulation, le patient va développer de plus en plus une motivation à se dépenser, à perdre du poids et on a vu des résultats qui dépassaient même certaines chirurgies bariatriques. Donc c'est quand même très très intéressant. Et donc une patiente qui me vient à l'esprit qui est restée ici plus d'1 an, qui a perdu plus de 100 kilos, très impressionnant. Hein. Ouais. Le patient le plus en surpoids que tu as eu, il pesait combien? Je pense qu'il pesait aux alentours de 320 kg. Wow. Et ce patient aujourd'hui a perdu beaucoup de poids. C'est quelqu'un qui bien sûr ne pouvait pas marcher à l'époque, qui avait plein de maladies et aujourd'hui il va bien. C'est très satisfaisant pour lui, pour nous. C'est incroyable. Ouais. À présent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici, nouvelle vidéo dans 3 jours et cliquez ici pour regarder une autre vidéo. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum! Au revoir!